Philippe Clerc, bonjour. Bonjour. Vous venez d'écrire aux éditions Buchet-Chastel ce livre « Faire la pluie ou le beau temps ». Vous écrivez que l'effet de serre n'est peut-être qu'un bouc émissaire face à des dangers plus profonds, par exemple une guerre climatique que pourraient permettre les progrès technologiques. Philippe Gewart, bonjour. À travers l'agrobiologie, les écovillages ou vos actions en Afrique, vous défendez inlassablement l'idée d'une humanité plus proche de la Terre. Votre livre, Chez Ruralis, alerte aux vivants et qui veulent le rester pour une renaissance agraire. Philippe Clerc. Oui, ce que je trouve très intéressant dans ce que dit Pierre Gewart, et ça va peut-être rejoindre ce qu'on va dire tout à l'heure sur le climat, c'est que, à mon avis, si j'ai bien compris, l'homme, finalement, est coupé de la terre. Donc, vous le reliez au milieu agraire, mais on pourrait dire qu'il est coupé d'une façon générale de son environnement, surtout dans les pays occidentaux, finalement. Et oui, c'est ce qui crée, finalement, ce malaise. C'est une civilisation hors sol. Et on va en payer le prix. Je ne suis pas passéiste. Je ne pense pas que le passé est trop masculin, tout comme maintenant, il reste toujours. Mais il faudra faire le tri entre les bonnes choses des temps modernes, parce qu'il y en a, c'est évident, et surtout retrouver les réflexes, les savoir-faire anciens qui, s'ils sont perdus, ça peut être catastrophique pour l'humanité. Alors Philippe Clerc, vous consacrez votre livre au changement climatique, mais sous un angle nouveau. Vous écrivez ne pas vouloir tomber dans la complotite, mais vous avancez des idées, tout de même, des hypothèses assez surprenantes. On va prendre un exemple. Vous revenez sur les tempêtes de 99. Vous écrivez que peu avant, un étrange phénomène s'est produit aux États-Unis. De quoi s'agit-il? Alors, il faut relier à l'installation HAARP aux États-Unis, donc en Alaska, plus exactement dans la région de Gakona. Vous avez cette installation qui est censée étudier les hautes couches de l'atmosphère, donc l'ionosphère. Bien. Pour plusieurs raisons dont je reviendrai tout à l'heure, ces manipulations créent des perturbations au niveau de cette couche donc de haute atmosphère. Et on a observé peu avant les tempêtes de 99 un différentiel de 30 degrés au-dessus précisément de cet endroit de Gakona avant les tempêtes de 99. Vous avancez quoi l'hypothèse que cette hausse de température à cet endroit a pu déclencher les tempêtes? C'est une solution qui peut être envisagée. Bien sûr, ce n'est qu'une hypothèse. Oui. C'est pour ça que je mets toujours un point d'interrogation. Mais la guerre climatique, en tout cas la manipulation climatique, est possible depuis 1966 et depuis la guerre du Vietnam. Alors, cette guerre climatique, vous l'envisagez, vous pensez vraiment que l'homme aura un jour les moyens technologiques d'agir localement sur le climat et d'en faire une arme? Localement, il a déjà les moyens de le faire. En 1966, l'armée américaine a ensemencé les nuages au-dessus de la piste d'atterrissage de Ho Chi Minh Ville pour faire pleuvoir et pour embourber la piste d'atterrissage. On sait que ça a eu lieu. Un petit peu plus avant, donc c'est un petit peu plus après, plutôt au Vietnam, l'agent orange a permis la déforestation. Ensuite, on a eu la convention ENMOD qui a dit, voilà, on a des armes, on a des possibilités techniques pour modifier l'environnement, méfions-nous. Donc ce sont des choses, des brevets ont été déposés dans ce sens et on sait que localement, c'est tout à fait possible. Vous évoquez également un phénomène qui n'est pas, dites-vous, intégré dans les modélisations pour l'avenir du climat, c'est l'influence possible sur ces changements des ondes électromagnétiques. Alors les ondes électromagnétiques, ça revient à ce que je disais sur HAARP. Puisque le réseau HAARP donc, chauffe la haute atmosphère, ionise un certain nombre de nuages dans cette haute atmosphère. Pourquoi faire? Bien, l'armée américaine, depuis les recherches notamment de Nikola Tesla au début du XXe siècle, sait que la propagation des ondes radio est facilitée. Donc, si vous voulez, au départ, la manipulation de ces zones de l'atmosphère n'était pas forcément destinée à la manipulation climatique, mais on s'est aperçu, et des résolutions européennes sont là pour nous le montrer, qu'il y a un risque, peut-être avéré,
de modification des masses d'air, modification, création de nuages stationnaires par exemple, et puis donc surcroît de précipitations. Et puis il ne faut pas oublier, donc ça c'est purement humain, il ne faut pas oublier non plus ce qui nous vient de l'espace, c'est ce qui nous vient de l'espace proche, le Soleil, ce qui nous vient de l'espace plus lointain, et ce sont des rayons cosmiques qui nous frappent à longueur de journée. On oublie trop souvent, et pour revenir sur ce que disait Pierre Gewirtz, c'est vrai qu'on se sent isolé. L'homme essaye de tout régenter, également le climat, et puis finalement on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Vous dites aussi que l'effet de serre ou le réchauffement ne serait finalement qu'une sorte de bouc émissaire qui cacherait d'autres manipulations. Lesquelles? C'est ce type de manipulation dont je parlais, c'est-à-dire que on est en train d'agir sur la Terre d'une façon, dans des proportions considérables. Et on met en avant, de façon extrêmement médiatique, l'effet de serre. Qui est réel. Voilà. L'effet de serre est réel. Mais on en a besoin. Et j'explique d'ailleurs dans le livre, dans les premières parties, j'explique pourquoi il est là et comment il a favorisé l'arrivée de la vie sur Terre. Bien, mais pourquoi l'augmentation et comment fonctionne-t-elle? Et voilà, donc on nous dit, c'est l'augmentation de l'effet de serre qui est responsable de tout. C'est peut-être pas forcément le cas. Il y a peut-être des paramètres naturels d'ailleurs qu'il faut prendre en compte, et puis d'autres paramètres humains également à envisager. Comme donc parler des ondes électromagnétiques, on pourrait parler des antennes relais des téléphones portables, des lignes à très haute tension, etc. On pourrait étendre ensuite le débat. Et puis, se demander ce que peut cacher l'effet de serre. C'est-à-dire que voilà, on met ça en avant comme écran, et ce qui nous permet ensuite d'étudier les HAARP, par exemple, ce qui nous permet d'étudier la manipulation climatique d'une façon secrète. Alors, vous écrivez en conclusion que la vraie question, c'est la réaction de la planète. Vu les chiffres et les perspectives, où va-t-on, en quelques mots? Quel est votre sentiment? C'est très compliqué, puisqu'il y a deux facteurs. Il y a le facteur naturel. Le facteur naturel étant celui de l'évolution de cette période interglaciaire dans laquelle nous sommes. Et les paléoclimatologues, forcément, ont bien vu cette période interglaciaire plus longue que les autres. Donc, dans le passé, il y a 8 000, 10 000 ans, eh bien, la Terre était plus chaude qu'actuellement. Je veux dire, le Groenland, c'était le Greenland, on a eu des manifestations de réchauffement climatique. Donc finalement, d'un côté naturel, on n'a peut-être pas encore forcément tout exploré, on n'a pas tout vu, et puis ce que va faire l'homme non plus, notamment dans la rubrique manipulation climatique. Je rappelle les titres des livres. Philippe Clerc, Faire la pluie et le beau temps aux éditions Buchet-Chastel. Pierre Gewirtz, Alerte au vivant, c'est aux éditions Ruralis. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Dans un instant, Tribu en sursis avec Patrick Bernard. Ce sera après le journal. À tout de suite.